Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bondival, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Et le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, even if facts and locked in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad. You know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. Aujourd'hui, j'ai envie de vous conter une petite histoire. Okay? Puis c'est l'histoire de la naissance de Hendrix, mon premier fils. C'est une histoire qui, bien évidemment, m'a marqué. Puis c'est une histoire dans laquelle je pense qu'il y a plusieurs leçons intéressantes à aller tirer. Okay? Premièrement, une chose qu'il faut comprendre, c'est que moi et ma femme, on est des petites princesses sur bien des affaires. Okay? Il y a des gens qui vont dire qu'on est fancy, il y a des gens qui vont dire qu'on est des princesses, il y a d'autres personnes qui vont dire qu'on a des standards, mais moi, aller dans un hôtel qui me donne pas le service que j'aimerais avoir, ça me fait chier, ça me pue au nez, ça détruit ma journée. Conduire un char dans lequel je suis pas bien, ça aussi, ça me décalisse, dans le fond. Fait qu'il y a plein d'affaires où je suis comme une petite princesse. Puis l'espèce de côté qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, on est vraiment hyper grano là. Okay? Moi, je pense que tu as juste un corps,
que c'est important de le traiter comme un temple, je pense aussi que le monde dans lequel on vit est hautement toxique et pollué, puis qu'on doit faire extrêmement attention à tout ça. Fait qu'on fait attention à la nourriture qu'on mange. On mange juste de la viande qui est grass-fed, nourrie à l'herbe et non nourrie au grain. On fait hyper attention à l'eau qu'on met dans notre corps. On fait attention à plein de choses. Puis bien évidemment, la journée qu'on a su qu'on allait avoir un premier enfant, on s'est dit que c'était encore plus important de faire attention à toutes ces choses-là. Non seulement parce que moi, je voulais leur montrer l'exemple, mais aussi parce que le bébé est dans le corps de Vicky. Donc, qu'est-ce qu'elle va se nourrir? C'est ce qui va les nourrir, tu sais. Donc, on faisait extrêmement attention à ce qu'on mangeait, nos habitudes de vie, toutes ces choses-là, très granola et naturel et le plus proche possible de la nature et le plus loin possible de tous les aliments transformés. Okay? Puis, dans cette espèce de péripétie-là, Vicky avait décidé de s'intéresser énormément à l'accouchement naturel. Puis une des choses qu'elle avait réalisées, c'était que la plupart des pratiques conventionnelles d'un accouchement à l'hôpital sont complètement fausses et erronées et même dangereuses. Dans le fond, ça ne fait pas de sens que la personne soit couchée pendant X nombre de temps. Ça ne fait pas de sens qu'on lui demande de pousser. Dans le fond, c'est juste que le système médical a créé une espèce de protocole qui fait que c'est plus simple pour eux, mais pas nécessairement plus simple pour le patient. Okay? Puis en fait, c'est pas un patient parce que tu n'es pas malade. Tu accouches, tu donnes naissance à la vie, la plus belle chose au monde. Donc, Vicky, elle avait commencé à s'intéresser un petit peu à toutes ces choses-là, puis elle s'était aperçue que, bon, un des médicaments qui te donne, je pense le Pitocin pour t'aider à commencer tes contractions, puis tout ça, c'est quelque chose qui a été complètement associé aux dépressions postpartum. Okay? Ça a un énorme impact là-dessus. Il y a aussi toute la péridurale, l'épidurale, qui est associée à toutes les blessures que les femmes ont quand elles accouchent parce qu'ils ne sentent plus leur corps. Fait que c'est pour ça qu'ils déchirent bien souvent parce qu'ils poussent comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais des fois, pas nécessairement de la bonne façon. Puis tu sais, le corps, c'est une machine qui est formidable, incroyable, c'est vraiment bien fait. Puis normalement, tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Puis nous, du moins, c'était notre croyance. Fait qu'on a plein de croyances. C'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir les mêmes croyances que nous, mais nous, on a des croyances par rapport à qu'est-ce qu'on met dans notre corps, puis par rapport à comment on traite notre corps. Puis Vicky, elle avait vraiment le désir d'avoir un accouchement naturel. Fait qu'on a engagé une sage-femme, on avait acheté le kit pour être capable d'accoucher à la maison, dans le bain, toute la patente. Puis, Vicky, elle a commencé à avoir des contractions, elle a perdu ses os, puis dans ses os, quand elle les a perdus, il y avait ce qu'on appelle du méconium, c'est comme du caca de bébé. Okay? Puis ce caca-là de bébé, c'est un signe que peut-être que l'enfant est en détresse, il y a peut-être de quoi qui se passe. Fait que la sage-femme est venue à la maison, puis elle a commencé à regarder la situation, puis elle est comme, c'est pas trop inquiétant, mais c'est important qu'on reste proche, puis qu'on regarde la situation, comment elle évolue, tu sais. Donc la sage-femme est partie, elle nous les a laissés ensemble, puis moi j'accompagnais Vicky avec ses contractions, je lui serrais la main, je lui disais qu'elle était forte, je lui disais que c'était... qu'est-ce que je lui disais déjà? Je disais « purpose over pain, you're delivering a gift to the world », tu étais en train de donner un cadeau au monde, genre, puis ce cadeau-là c'est notre enfant, purpose over pain, genre, toutes sortes de choses comme ça. Puis bref, à un moment donné, la sage-femme est revenue, puis elle a commencé à regarder les signes vitaux du bébé, puis à un moment donné, elle a dit, là ça commence vraiment à m'inquiéter, tu sais. Là, je me sens plus à l'aise, il va falloir qu'on aille à l'hôpital. Elle nous dit ça, puis tu sais, c'est complètement désemparé, parce que nous, on avait comme une espèce de vision de comment on voulait que l'accouchement se déroule, puis c'était crissement pas à l'hôpital, tu sais. Fait qu'on fait nos bagages un peu désemparés, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, comment ça se passe. Finalement, on s'en va à l'hôpital. Vicky, elle a des douleurs tout le long, on s'en va à l'hôpital, elle crie en arrière. Moi, je continue à lui dire « purpose over pain ». Je fais des respirations avec elle, j'essaie de l'aider, même si c'est pas vraiment pertinent mon affaire et que ça l'aide pas énormément. Mais bref, j'essaie d'être présent en tant que bon père de famille et bon mari. Okay? Finalement, on arrive à l'hôpital, puis quand on arrive à l'hôpital, on est encore persuadé qu'on est capable de faire un accouchement naturel, mais on préfère aller à l'hôpital, être sûr que ma
femme puisse se faire surveiller. T'sais. Puis finalement, après quelques tests, le médecin, à un moment donné, il rentre et il dit là, votre enfant, votre fils, est face presentation. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a la face qui sort en premier parce qu'il y a le cordon autour du cou, puis il y a la face présentée comme ça au lieu que ce soit le dos de sa tête. Okay? Fait que bien évidemment, ça faisait que l'enfant était dans une position pas normale, ce qui faisait que les contractions de Vicky étaient encore plus douloureuses, genre 10 fois plus douloureuses. Puis à ce moment-là, bien évidemment, on se fait donner l'option d'une césarienne. T'sais. Moi, je regarde Vicky parce que c'est elle qui est en train d'accoucher, c'est elle qui est en train de souffrir, puis je me dis, en bout de ligne, c'est elle qui doit caler la shot. Moi, mon rôle, c'est juste d'être fort là-dedans, puis de l'accompagner, puis d'être une certitude dans tout ça. Fait qu'à un moment donné, on se regarde, puis elle prend la décision. C'est une césarienne parce que, dans le fond, si on le faisait en face presentation, il y avait à peu près 50% de chances qu'on perde l'enfant. Fait que c'est vraiment pas un ratio de pourcentage de chances qu'on était prêt à jouer avec. Fait que, je décide d'amener Vicky dans la salle d'opération. Moi, je rentre dans la salle d'opération un peu plus tard. Il y a comme un drap par-dessus ma femme. Elle ne voit pas, puis elle est complètement gelée parce qu'elle a pris l'épidural. Puis elle dit « Welcome to Grey's Anatomy, épisode 5, season 4 ». Je suis bienvenue à Grey's Anatomy, épisode 5, saison 4. Bref, peu importe. Puis là, bien évidemment, moi, je ris. Tout le staff rit, tout le monde rit. Elle aussi, elle rit. Moi, je vois de l'autre côté du petit drap qu'elle ne voit pas, puis ses organes sont sortis, puis il y a du sang, puis c'est le bordel. Puis je me dis, une crise de chance qu'elle ne voit pas qu'est-ce qui est en train de se passer. T'sais. Puis bref, probablement un des plus beaux moments de ma vie quand même, malgré tout ça. Puis un des moments où j'ai été le plus fier de ma femme ever. Ceci étant dit, la raison pour laquelle je compte cette histoire-là, c'est parce que je pense qu'il y a comme plusieurs leçons intéressantes à tirer de tout ça. La première leçon qui est intéressante à tirer de tout ça, c'est que il n'y a rien qui va jamais se dérouler comme vous allez l'avoir planifié. Absolument rien. Okay? Puis l'humain a tendance à se faire des plans, puis à penser que ces plans vont aller droit, puis que ça va être linéaire. La seule chose qui est faite linéaire en ligne droite dans la vie, là, c'est les choses que l'humain a créées. La nature ne se passe pas d'un point de vue linéaire. Il y a des nuances, il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie que tu ne peux pas planifier, que tu ne peux pas voir. Okay? Fait que c'est un peu comme ce que je raconte tout le temps, c'est la vie, c'est de se promener dans le soir, dans le brouillard. Tu vois 100 mètres en avant de toi, puis tu ne verras pas un autre 100 mètres tant que tu ne commenceras pas à avancer un 100 mètres. Puis au fur et à mesure que tu vas avancer les 100 mètres, tu vas voir d'autres 100 mètres et d'autres 100 mètres, puis tu vas voir des nouveaux obstacles que tu n'avais pas vus et que tu ne pouvais pas prévoir d'avance. Okay? Fait on se fait toutes sortes d'attentes quand on se fait un plan d'affaires, on se dit que ça va se passer de telle façon, finalement ça ne se passe jamais de cette façon-là, ou on fait des plans, qu'on se dit on va aller en vacances, il va faire telle belle température, tu arrives là-bas, finalement il n'y a pas cette température-là. Puis la vérité, c'est qu'il n'y a aucun plan qui va se dérouler comme on l'avait souhaité. Okay? Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on arrête de faire des plans pour autant. Non. En fait, ce que ça vient de soulever, c'est encore plus l'importance de faire des plans. Parce que la vie va toujours t'envoyer toutes sortes de nouveautés et toutes sortes d'obstacles que tu n'avais pas pu voir. Si tu n'as aucun plan d'avance, mais comment tu vas faire pour dealer avec tout l'inconnu que la vie t'amène? La façon dont tu vas pouvoir dealer avec l'inconnu que la vie t'amène, c'est quand tu as au moins une base, un semblant de plan dans la direction vers laquelle tu veux t'en aller. Okay? Fait qu'on avait un plan. On voulait faire un accouchement à la maison, puis on a suivi le plan, c'est juste qu'éventuellement, on s'est adapté, puis c'est la chose qu'on doit faire. On doit planifier, mais on doit aussi apprendre à s'adapter. Puis quand on apprend à s'adapter, il faut qu'on comprenne le point numéro 2, qui est la deuxième leçon que je pense qu'il est important à comprendre, qui est, des fois, tu dois choisir « the lesser of two evils », l'option la moins pire, hein? Dans l'optique où on voulait crissement pas pour Vicky puis pour notre enfant d'une césarienne. Parce qu'on ne voulait pas de la drogue qui se fait injecter dans son corps. C'est une affaire aussi qui me fait rire. Ils disent « Ah non, c'est pas grave, cette drogue-là qu'on te met dans ton corps, ça n'a aucun impact sur le bébé. » Mais fais attention, fume pas de weed, puis mange pas de sushi. Voilà, non. Fait que tu es en train de me dire que
Si c'est une drogue à l'intérieur du corps, ben ça n'a aucun impact, puis on n'a pas à s'inquiéter. Mais par exemple, manger du poisson pas cuit, ça c'est vraiment dangereux, puis on doit vraiment faire attention. Mais bon, ça fait aucun bon sens. Bref, mes croyances personnelles, nos croyances personnelles. Ceci étant dit, elle n'avait vraiment pas envie de ça pour son accouchement. Puis elle, principalement, parce que c'est elle qui est en train de faire un accouchement. T'sais. Mais ce qu'on voulait réellement, c'est un bébé en santé. Fait que d'un fois, il faut que tu choisisses la moins pire des deux options. Puis la moins pire des deux options, c'est peut-être de vivre avec une césarienne plutôt que de prendre la chance de perdre un bébé. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve qui est vraiment drôle à apprendre, mais Mountain Dew se sont fait poursuivre à un moment donné. Okay? Parce que il y a un gars qui avait dit qu'il y avait eu un rat dans sa bouteille de liqueur de Mountain Dew. Okay? Puis Mountain Dew se sont défendus puis ont gagné en cours parce qu'ils ont été capables de prouver scientifiquement que le rat, il aurait eu le temps de se dissoudre dans le Mountain Dew. Okay? Fait que, encore une fois, c'est un peu the lesser of two evils. Est-ce que tu veux expliquer au public que ta boisson est tellement toxique qu'elle est capable de dissoudre un corps, ou tu préfères prendre la balle et te dire qu'il y avait peut-être un rat dans ta liqueur? Il n'y a aucune des deux options qui est intéressante. Tu choisis the lesser of two evils. Maintenant, si un jour vous avez envie de vous débarrasser d'un corps, vous savez que vous n'avez rien besoin d'acheter une chier de litre de Mountain Dew. Bref. Il faut que tu choisisses the lesser of two evils. La chose, l'option la moins pire. Puis souvent dans la vie, c'est ça qui va se passer. Tu vas avoir un plan, tu vas commencer à avancer, puis là, d'un coup, tu vas te rendre compte qu'il y a un obstacle, puis il n'y a aucun des deux chemins que la vie te propose qui va te tenter. Il n'y en a aucun des deux qui est intéressant. Puis là, tu as deux options. Soit que tu restes là, puis tu te plains, puis tu bitches à propos de ça, puis tu n'avances pas, puis dans le fond, tu vis une vie misérable, ou tu prends un choix intelligent et logique, puis tu choisis la moins pire des deux situations, puis tu avances en espérant qu'au fur et à mesure, ta situation va juste s'améliorer. Okay? Qui est la chose qu'on a faite. Puis le point numéro 3, qui est le point probablement le plus important, c'est que ultimement, malgré que tu veux faire des plans, puis tu veux t'ajuster, tu ne veux jamais être attaché au chemin. Tu veux être attaché à l'objectif. Dans le fond, nous, notre objectif, c'était d'avoir un bébé en santé. C'est pour ça qu'on voulait faire attention à ce qu'on mettait dans notre corps. C'est pour ça qu'on voulait faire attention à toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'on voulait faire attention à comment Vicky allait accoucher. C'est pour ça qu'on voulait faire attention à tout ça. Mais ultimement, on avait une vision de ce chemin-là qui allait nous permettre de se rendre à cette destination-là. Parce que des fois, comme j'ai dit, les choses ne se passent pas telles qu'on les a planifiées. Puis quand on se rend compte de ça, on a deux options. C'est soit qu'on s'attache à notre plan ou on s'attache au résultat. C'est pour ça que je dis à tout le monde que je coach dans la vie que quand tu fais de la visualisation, tu ne devrais jamais essayer de visualiser le chemin. Parce que de toute façon, le chemin est impossible à connaître. Il y a encore une fois, la métaphore de se promener dans le brouillard le soir, tu ne peux pas savoir tous les obstacles que tu vas voir d'avance. La seule chose que tu peux avoir un aperçu, c'est le résultat final, il est supposé de ressembler à quoi. Okay? Puis ce que tu dois faire, c'est quand tu avances, puis que tu vois des obstacles qui sont devant toi, ben tu t'adaptes. Fait que, faut-tu que je tourne à droite, faut-tu que je tourne à gauche, faut-tu que je passe en dessous, faut-tu que je passe en haut? We don't fucking know. Tu choisis l'option qui est la moins pire dans la gang, puis l'option qui va te permettre de te rapprocher le plus possible du vrai résultat désiré. Pas le résultat étant le chemin que tu pensais que tu allais devoir emprunter, mais le résultat étant la destination finale. Okay? Puis ça, selon moi, c'est les trois grandes leçons qui sont importantes à comprendre à travers la petite histoire de la naissance de mon premier fils. Dans la vie, vous devez faire des plans, mais vous devez comprendre que les choses ne se passeront jamais comme vous l'avez planifié. C'est pas grave, parce qu'au moins, ça vous donne une base, une fondation de stabilité sur laquelle vous pouvez vous retenir et vous baser pour être capable de continuer à avancer puis faire face aux différents obstacles que la vie va vous présenter. Quand la vie va vous présenter des obstacles, des fois, elle va vous présenter des obstacles, puis il n'y a aucune des deux options qu'elle vous présente qui va être plaisante, qui va être celle que vous désiriez. Puis vous avez deux options. Vous bitchez à propos de tout ça, puis vous faites du surplace, ou vous comprenez que c'est ça la vie, puis vous continuez à avancer. Okay? Puis ultimement, ben, c'est important de comprendre que la vraie chose à laquelle vous devriez être attaché, c'est le résultat final, la destination, et non le chemin. Puis si vous êtes capable de faire ça,
dans toutes les sphères de votre vie, puis dans tous les projets que vous allez faire, vous allez vivre une vie merveilleuse, puis vous allez ultimement accomplir tous vos obstacles et tous vos objectifs. Sur ce, let's fucking get it. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père en Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing.